Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. 6h30, le jour se lève sur Paris, la tête dans les nuages, la Dame de Fer sommeille encore, elle s'offre un peu de calme avant l'arrivée des visiteurs. Mais à ses pieds, on s'affaire déjà depuis longtemps. C'est un ballet incessant, quotidien, une véritable course contre la montre. Là, j'ai pas le temps, madame, je suis désolé. Là. Un seul monte-charge pour tout le monde et à peine quelques heures pour approvisionner les 2 restaurants de la Tour, les magasins, mais aussi les différents chantiers en cours. Qu'est-ce que vous livrez? Du vin, la bouffe, de l'eau. Du goudron, du bitume, pommes de terre, betteraves. de quoi protéger des tuyauteries de ventilation. Des fruits. 9h30, la Tour Eiffel est fin prête à recevoir. Et les visiteurs sont déjà nombreux, prêts à faire des heures de queue. En moyenne, ils sont 20 000 par jour. Toujours fascinés par le monument le plus visité au monde. Excellent, je manque de mots. Je veux absolument voir la vue de nuit du haut de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est le symbole de Paris. Souvent sans le savoir, les visiteurs embarquent à bord d'ascenseurs historiques, vieux de 120 ans. Bienvenue dans les entrailles de la Tour. Les machineries, elles aussi d'époque, attestent du génie visionnaire de Gustave Eiffel. Le procédé des ascenseurs est resté le même. Seules quelques améliorations ont été apportées. On y a ajouté des systèmes électroniques et on a permis ainsi d'accroître la sécurité des touristes. Le système d'Eiffel était pointu pour l'époque, mais on n'avait peut-être pas pensé à toutes ces normes de sécurité qui aujourd'hui d'ailleurs deviennent obligatoires. La nuit est tombée sur Paris. La tour a revêtu ses habits de lumière et la magie d'une visite nocturne semble en inspirer plus d'un près du bar à champagne, au 3e étage. On a beaucoup de pays de l'Est qui viennent demander en mariage ici. Donc j'en ai à peu près une tous les jours. La demoiselle arrive au moment de sa bague, donc voilà, forcément, avec les yeux mouillés, heureuse. 23h, la tour congédie ses invités. Quand on leur dit que c'est la fermeture, ils prennent toujours une petite dernière photo. Chaque soir, les agents parcourent le moindre recoin pour s'assurer que personne ne reste coincé. Si on est bien touriste ici, croyez-moi que bon, on devrait avoir peur, je pense. Hein? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ouais, sûrement. Depuis que je travaille, moi, ça fait 20 ans, c'est pas arrivé, mais je pense que, ouais. 1h du matin, la Dame de Fer tire sa révérence. Pour quelques heures seulement, tout recommence demain matin. Si je vous dis Gustave Eiffel, vous me répondez quoi? Yes, Gustave Eiffel, yes. Oui. Bon, c'est sûr, la prononciation n'est pas la même, mais en général, Gustave Eiffel, les touristes étrangers le connaissent un peu. C'est l'architecte de la Tour Eiffel. Et quoi d'autre? C'est tout ce que je sais pour l'instant, mais vous savez, on a un guide. Non, mais il y a quoi, c'est lui qui a fait quand même les plans de la Tour Eiffel, c'est quand même pas mal. Bon, on se rend compte que c'est un homme extraordinaire, quoi, un ingénieur vraiment de talent et qu'il est à l'origine d'énormément de ponts aussi, un petit peu partout.
Je ne pourrais pas vous en citer un exactement, mais je sais qu'il est à l'origine de la création de plusieurs ponts. C'est celui qui a dessiné cette tour. C'est le meilleur. Il a fait cet monument avec les fers. Non, pour moi, c'est magnifique. Cet homme, c'est génial. Bonne réponse, mais vous allez le voir, ce ne sont pas les plus vieux qui en savent le plus. Il l'a construite pour une exposition et beaucoup de personnes l'ont trouvée moche. Alors ils voulaient la détruire, mais ils en ont eu besoin pour les antennes radio. Du village d'Auteuil à Paris, dans le 16e arrondissement, l'ingénieur Gustave Eiffel vit toujours. En 1911, le succès de sa tour est tel que son laboratoire installé à ses pieds est devenu peu glamour pour le tout Paris qui se presse admirer l'œuvre. C'est ici que le physicien installe finalement son laboratoire. Ce génie de l'aérodynamisme y consacrera le reste de sa vie. Eiffel, toute sa carrière a été confrontée au phénomène vent. Et donc, quand il a eu l'exploitation de la tour Eiffel, il a décidé d'en faire un outil scientifique. Donc la première chose qu'il en a fait, c'est une station météo en mettant en haut de la tour Eiffel un relevé en continu des vitesses de vent, des directions de vent, température, pression. Donc, il a fait de la tour Eiffel une véritable station météo. Mais il crée surtout cet appareil de chute pour tester et mesurer la résistance de l'air, ce qu'on appelle l'aérodynamisme. Pour cela, il lâche depuis sa tour Eiffel divers éléments à 2 mètres de hauteur. Ces travaux intéressent la communauté scientifique. Eiffel crée la première soufflerie au monde pour les avionneurs, ses premiers clients, car nous sommes au début de l'aviation. La soufflerie, 7 tonnes, 23 pales, 80 mètres de long, est classée aujourd'hui monument historique. Toujours en activité, elle permet de tester actuellement, dans le plus grand secret, la future Citroën du champion du monde de rallye, Sébastien Loeb. La soufflerie est moderne parce que Gustave Eiffel en a fait à l'époque un outil moderne. Et que le vent qui est créé ici est toujours un vent qui est tout à fait intéressant pour faire des essais aérodynamiques. L'ordinateur aujourd'hui ne remplace pas la soufflerie. Il met beaucoup de temps à faire des tests qu'on fait en quelques minutes. Donc aujourd'hui, la soufflerie est encore un outil industriel indispensable pour toute l'industrie, entre autres automobile. Profitant du savoir Eiffel, ils sont nombreux à être venus ici tester leur résistance à l'air. Jean-Claude Killy, Marielle Guachel, mais surtout des entreprises pour leurs bâtiments, leur ventilation ou leurs études de pollution. Je crois qu'on vit Tour Eiffel, on pense Tour Eiffel et puis oui, on a l'impression qu'on fait partie du monument. Ma femme me dit bon, il y en a marre la tour, on n'entend parler que de la Tour Eiffel. Toi et ta Tour Eiffel, ça m'appartient pas mais bon, c'est un peu la mienne. Ouais. Cherche électricien à la Tour Eiffel. Qui aurait cru que cette petite annonce, parue dans un journal en 1982, serait le point de départ d'une formidable aventure? Pas Alexandre Svoboda en tout cas. 28 ans après ses débuts, son amour du métier est intact et il ne plaisante pas avec la sécurité. On ne montera jamais sur une passerelle sans s'être équipé et sans s'accrocher. Et de plus, on accroche aussi nos outils. Parce que c'est important, un outil qui tombe, c'est dangereux pour les personnes qui sont en dessous. Après 28 ans, on fait toujours attention. En plaisantant, je pourrais dire si je vais arriver jusque-là, c'est que j'ai toujours fait attention. Fil de ferriste, acrobate de la lumière, Alexandre Svoboda et ses équipes entretiennent les lampes de la tour, 335 au total, à parfois plus de 300 mètres du sol. C'est particulier, on voit Paris, on est à un endroit où tout le monde ne va pas, c'est vrai, les Parisiens ils viennent jamais là. On a l'impression d'être plutôt des alpinistes. Les gens qui viennent travailler à la Tour Eiffel, ils repartent pas ou sont très rares, ou il faut vraiment des cas particuliers. On fait carrière ici, hein. Je pense que j'irai jusqu'à la retraite. Bon, peut-être que je grimperai moins souvent, bien que ça me manquera. Et la Dame de Fer n'a plus aucun secret pour lui. Il en connaît les coulisses, chaque recoin, et partage avec elle des souvenirs mémorables. Le plus beau pour lui restera sans doute le passage à l'an 2000. Le feu d'artifice avait été tiré de la tour. J'étais en plein dedans parce que je me trouve au 2e étage. On aurait presque eu peur qu'il nous la casse parce que ça faisait énormément de bruit, d'explosion, de choses. On voyait des morceaux de pétard tomber de partout et tout. Puis bon, ça a été un feu d'artifice quand même extraordinaire. On entendait la tour vibrer. Je crois qu'on l'a jamais autant sentie vivante que ce jour-là. Vivante, la tour le sera encore plus dans le cœur d'Alexandre Svoboda dans 3 ans, quand l'heure de la retraite aura sonné.